Donc, le 24 septembre 1688, Louis XIV adresse à l'empereur Léopold un manifeste donnant 3 mois à celui-ci pour se conformer à un certain nombre d'exigences diplomatiques et territoriales. Dans l'intervalle, il annonce l'investissement de la forteresse palatine de Philippsbourg sur la rive droite du Rhin, qui marque le début de la guerre dite de la Ligue d'Augsbourg ou de 9 ans. Après quelques semaines de campagne, l'essentiel des territoires et des villes du Haut et Moyen Rhin, de Cologne à Fribourg, sont militairement occupés. Et dès la fin octobre, devant les prémices d'une alliance française en cours de formation, entraînant la mobilisation progressive des alliés, ici principalement l'Empire et ses États électoraux, les Provinces-Unies, l'Espagne et l'Angleterre, et donc face à cette mobilisation et en prévision d'un repli inévitable sur la rive gauche, Louis XIV fait mettre en œuvre une stratégie de destruction systématique de grande ampleur, combinant mise à contribution, ravage et démantèlement de fortifications. Dans un contexte politique où l'espace rhénan constitue la scène principale sur laquelle se joue l'antagonisme entre la France et le Saint-Empire, cette stratégie est le fruit d'une défense agressive visant à sanctuariser l'espace étatique intérieur en sécurisant les marges et notamment une frontière est encore territorialement floue. À une époque où la guerre prend la forme d'une guerre d'usure aux considérations logistiques fondamentales, l'objectif est double. À court terme, il s'agit de tourmenter l'adversaire dans son ravitaillement et ses communications, tout en entretenant ses propres armées. Et à long terme, il s'agit de mettre en place une véritable zone tampon devant permettre de sécuriser la frontière en achevant de la régulariser et donc d'empêcher toute intrusion dans le royaume au niveau de l'Alsace. Si ces opérations militaires se déroulent essentiellement entre l'automne 1688 et l'hiver 1689, des électorats de Trèves, Mayence et Cologne au nord, au margraviat de Bade et au duché de Wurtemberg au sud, principalement dans l'électorat du Palatinat et ses dépendances, ainsi que les archevêchés de Worms et Spire, leur chronologie comme leur géographie restent difficiles à établir précisément. Application extrême de pratiques militaires classiques, pour citer John Lynn, ces opérations françaises font scandale et sont érigées en événement, c'est-à-dire en une unité historique qui, au-delà de l'ordinaire des violences militaires, s'arrache à cette continuité banale des occurrences quelconques du quotidien de la guerre pour en devenir une discontinuité remarquable. L'objet de ma thèse est donc de comprendre comment et pourquoi elles font événement. Il s'agit donc d'un travail de déconstruction du processus de singularisation ayant abouti à réunir sous une dénomination commune, désolation, incendie ou sac du Palatinat en français, un ensemble d'actions et de faits militaires relevant certes d'une même stratégie, mais à la chronologie et à la géographie relativement incertaines. C'est l'univers imprimé de l'Europe de la fin du XVIIe siècle qui est au cœur de ce travail de déconstruction. En effet, dans le contexte politique européen d'une opposition grandissante au roi Soleil depuis la guerre de Hollande et la révocation de l'édit de Nantes, les opérations militaires françaises sont, dès qu'elles adviennent, portées à l'attention des publics européens par des supports imprimés très divers, des périodiques d'information politique aux écrits à caractère historique en passant par les relations, libelles et feuilles volantes qui les décrivent, les narrent, les condamnent et parfois les justifient. Ainsi, la production de cet événement s'insérant dans le paysage médiatique de l'Europe moderne, qui repose sur des dynamiques d'interdépendance, d'intermédialité et d'intertextualité, ce travail de déconstruction associe alors l'analyse de la mise en forme textuelle et iconographique de ces opérations militaires et l'étude de la diffusion de ces informations. Alors, ce travail s'inscrit dans ce que Johannes Arndt appelle le tétraèdre médiatique de l'espace européen que forment les Provinces-Unies, le Saint-Empire, l'Angleterre et la France, soit les 4 espaces les plus directement impliqués à la fois d'un point de vue politique et informationnel dans les opérations étudiées. Car en effet, le scandale se joue sur plusieurs scènes distinctes et la construction de l'événement n'est alors certainement pas uniforme, chacun de ces espaces politiques traitant des opérations militaires françaises selon des contextes, des modalités et des enjeux intérieurs qui leur sont propres. Néanmoins, ils ne sont pas imperméables et connaissent de très nombreux échanges. Il ne s'agit donc pas de proposer une stricte comparaison de ces traitements différenciés, mais bien, dans le cadre d'une histoire croisée des espaces politiques telle qu'elle est définie par Michael Werner et Benedikt Zimmermann, d'une part d'interroger l'existence d'un espace transnational pouvant être qualifié d'européen, et d'autre part
d'évaluer la validité d'une qualification de cet événement comme européen, traditionnellement proclamé par l'historiographie. Donc l'objet de cette présentation est donc de mettre en évidence un certain nombre des dynamiques et mécanismes de l'érection de ces opérations militaires françaises en un événement européen appelé à l'époque Désolation du Palatinat en français, Verwüstung der Pfalz en allemand et Desolation of the Palatinate en anglais. Alors, c'est par les périodiques hebdomadaires d'information politique que les publics prennent d'abord connaissance des opérations militaires françaises dans les territoires rhénans. Les caractéristiques propres de ce vecteur d'information, notamment sa périodicité et sa structure textuelle, font que les nouvelles imprimées constituent une étape fondamentale dans la construction événementielle de ces opérations militaires. Donc je remercie Marion d'avoir déjà bien montré ça précisément. Mis à part les spécificités de format, de contenu et de traitement de l'information propre à chaque espace politique dans lesquels il s'insère, ces périodiques prennent tous la forme d'une succession de dépêches datées et organisées géographiquement, consistant en une superposition d'énoncés rudimentaires, sans cohérence et non commentés, formant un texte aride et répétitif. Dans cette perspective, Pierre Reta a montré en particulier dans son travail sur la tentative de régicide de Damien contre Louis XV en 1757 que du fait notamment de cette périodicité et de leur mode d'écriture, les gazettes de langue française proposent une narration segmentée de l'événement. Ainsi, selon un même raisonnement et élargi aux périodiques anglophones et francophones, ceux-ci proposent à partir de l'automne 1688 une série d'énoncés ou micro-narration, pour reprendre la terminologie de Reta, qui esquisse, au fil des livraisons, de manière plus ou moins fragmentée, une narration certes discontinue, mais cependant cohérente des opérations militaires françaises. Conséquence du dualisme événementiel de ces périodiques qui combinent une apparente banalité exhaustive d'événements quelconques et une singularité sélective d'événements remarquables, les nouvelles relatives à ces opérations prennent alors la forme d'une dialectique de l'ordinaire et de l'extraordinaire de la guerre et de ses violences. L'ordinaire de la guerre est ici d'abord un ordinaire de l'invasion et de l'occupation militaire d'un territoire que l'on cherche à maîtriser et à exploiter. Débutant par la prise des fortifications les mieux stratégiquement situées sur les rives droites et surtout gauches du Rhin et de ses affluents, la campagne française de 1688 s'achève fin novembre après que la citadelle de Philippsbourg et que la majorité des villes rhénanes a été rapidement investie. L'occupation militaire qui commence s'accompagne alors de la mise en quartier d'hiver et c'est ici la petite guerre, appelée alors guerre de partie, qui prend le relais de la grande pour parachever la maîtrise et l'appropriation des territoires rhénans occupés et adjacents. Cette petite guerre, peuplée de partis et de partisans et faite de prises et de rasements de postes, de levées de contributions et d'exécutions militaires avec incendies et prises d'otages, de dégâts sur les campagnes et de courses, appartient à l'ordinaire de la guerre tel qu'il s'écrit alors, tout autant que les batailles, les sièges et les mouvements des troupes. Peu à peu, à côté de cet ordinaire, émerge progressivement au fil des semaines et des nouvelles un extraordinaire de la guerre et de ses violences. Les caractéristiques du support périodique jouent alors un rôle essentiel dans ce déplacement implicite, généralement implicite, de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Ici, par exemple, c'est la redondance structurelle des nouvelles qui vient renforcer l'omniprésence stratégique et la répétitivité des opérations de petite guerre, participant alors à ce déplacement vers l'extraordinaire. Début janvier, le rédacteur du Nouveau Journal Universel, une des plus importantes gazettes de langue française paraissant alors dans les Provinces-Unies et sans doute la seule dans ces premiers mois du conflit, c'est l'ancêtre de la Gazette d'Amsterdam dont Marianne vous a parlé. Donc ce rédacteur constate même que les opérations militaires en cours le long du Rhin perturbent la saisonnalité des nouvelles, reflètent la saisonnalité des conflits, toujours partagés entre campagne et quartiers d'hiver. Donc je cite, « Les nouvelles n'ont jamais été aussi abondantes de toutes parts qu'elles le sont présentement, car au lieu que les autres années dans ce temps-ci, les nouvellistes ne pouvaient parler que de quelques quartiers d'hiver, de quelques préparatifs qui se faisaient pour la campagne, aujourd'hui on n'entend parler que de mouvements, que d'armées qui battent la campagne, assiègent, prennent, pillent et brûlent des villes. » Car en effet, dès le mois de novembre, la retraite sur la ligne de fortification française de la rive gauche du Rhin est planifiée, les opérations de petite guerre s'insérant alors pleinement dans une stratégie globale de long terme visant à empêcher toute intrusion sur le territoire en privant l'ennemi de ressources et de points d'appui fortifiés.
Poussant à l'extrême cette logique, Louis XIV, conseillé par Louvois, son secrétaire d'État de la guerre, et Chanlay, son maréchal général des logis, prend la décision de faire raser non pas uniquement les citadelles et murailles des villes, comme il est alors coutume de procéder, mais les villes elles-mêmes dans leur ensemble, afin qu'elles ne puissent pas jouer au bénéfice de l'ennemi et en vue d'envahir le royaume, le rôle de magasin, de logement et de point d'appui qu'elles endossent alors pour les troupes françaises. Dès le mois de décembre, les premiers rasements de fortifications sont entrepris. Parallèlement à ces longues et lentes opérations de démantèlement, les réserves de grains et de fourrage sont voiturées dans les magasins des fortifications de la rive gauche dès les premiers mois de l'année 1689, tandis que les partis ravagent la campagne afin de détruire les ressources que l'on ne peut utiliser ou réquisitionner. Au printemps, après l'évacuation des populations, les villes sont incendiées. Là encore, les caractéristiques éditoriales du support périodique hebdomadaire et la spécificité stratégique des opérations participent conjointement de leur déplacement progressif vers l'extraordinaire. Ainsi, une unité événementielle se détache peu à peu de cette dialectique, le recul offrant, je cite ici Reinhard Koselleck, ce minimum d'avant et d'après nécessaire pour construire l'unité de sens qui fait de quelque chose qui se passe un événement. À partir du mois de mars, les nouvelles périodiques hebdomadaires rapportent les opérations militaires françaises comme faisant partie d'un événement en cours qu'elles façonnent comme un tout, notamment en le nommant. Ainsi, fin mars, le nouveau journal universel relate que, je cite, « la désolation des peuples du Palatinat continue et on aura de la peine de donner ici une juste idée de leur misère ». Les Mercures bénéficient plus encore que les hebdomadaires d'information politique de ce recul nécessaire pour pouvoir appréhender les opérations militaires françaises comme un ensemble. En effet, Marion, que vous venez d'entendre et qui leur a consacré sa thèse à paraître, a montré que, outre sa périodicité mensuelle, ce type de périodique francophone qui fait son apparition en Hollande au milieu des années 1680 sous la plume de huguenots français qui se font dans l'exil fabricant de l'information politique. Donc ce type de périodique se distingue des hebdomadaires en se donnant pour objectif de proposer, au-delà de l'éphémère des nouvelles, une véritable histoire du temps présent sous la forme d'un commentaire suivi de l'actualité dont les livraisons sont destinées à être reliées en volumes conservables. Ainsi, les lettres sur les matières du temps, Mercure qui paraît à Amsterdam et qui est rédigé par Jean Tronchin-Dubreuil dont Marion vous a parlé. Ce Mercure qui prend la forme d'une fiction épistolaire d'un correspondant d'Amsterdam écrivant à un ami londonien débute sa livraison du 31 mars comme il suit, je cite « Monsieur, je continuerai dans cette lettre mes réflexions sur les 3 écrits dont je vous ai déjà entretenu, mais je ne puis m'empêcher auparavant de m'arrêter un peu sur le fait des plus remarquables qui vient d'arriver et qui réfute que trop solennellement tout ce que l'on peut alléguer en faveur des desseins et des intentions de la France. Je parle de la dernière désolation qui vient d'être exercée dans les villes du Palatinat et particulièrement à Heidelberg, lors que les troupes françoises en sortirent le 3 de ce mois, en y laissant des monuments de fureur et de barbarie que les précédentes guerres n'avaient point connus. Bénéficiant de la vue plus globale qu'offre le recul mensuel, le correspondant fictionnel, commentant l'actualité, affirme la nature événementielle des opérations militaires françaises, d'une part en proclamant leur caractère exceptionnel, que les hebdomadaires ne postulaient qu'implicitement, et d'autre part en reprenant à son compte la même terminologie pour le nommer, terminologie qu'il contribue à fixer la dernière désolation des villes du Palatinat. Cette opération de dénomination est une étape clé du processus de sélection et de concentration qui fait progressivement des opérations françaises un tout, ce processus passant par une simplification géographique qui se focalise sur le Palatinat. Alors même que d'autres territoires sont concernés par ces opérations, la place centrale du Palatinat dans le déploiement de la stratégie française, renforcée par son traitement informationnel, fait que ce territoire éclipse progressivement les autres pour devenir le point de référence. Au-delà de ces convergences de traitement, cette narration primaire des opérations militaires françaises fait l'objet d'un traitement transnational qui résulte de la diffusion des nouvelles dans des réseaux d'information complexes. Locaux par les spécificités de format, de contenu et de traitement de l'information propre à chaque espace politique dans lequel il s'insère, les périodiques d'information politique sont fondamentalement internationaux dans l'information qu'ils traitent.
De plus, même si nous manquons encore de connaissances sur le travail des rédacteurs et leurs sources d'information, notamment leurs correspondants, nous savons néanmoins que les nouvelles sont par essence transnationales, les périodiques étant rédigés, comme Marion l'a montré, principalement à partir de nouvelles manuscrites transmises par des correspondants géographiquement disséminés. Plus encore, les nouvelles s'insèrent dans des réseaux intertextuels où la presse se nourrit d'elle-même au travers de très nombreux échanges tels que les traductions, les emprunts, les plagiats, les réécritures. Or, et je cite ici Brandon Dooley, ces caprices de la transmission des nouvelles par-delà le temps et l'espace sont quasiment infinis. Ils sont donc de fait très difficiles à identifier. Cependant, le traitement d'un cas particulier comme le nôtre permet de mettre en évidence l'existence de ces mécanismes multiples de diffusion des nouvelles qui se caractérisent par des degrés multiples de réécriture. Alors pour plus de clarté, je vais prendre un exemple tiré de périodiques francophones et anglophones car je suis partie du principe que vous n'étiez pas forcément tous germanophones. Donc voilà, c'était le choix. Outre donc le nouveau journal universel que j'ai déjà cité, je vais utiliser la London Gazette, qui est soit l'organe, qui est l'organe officiel en Angleterre, et les Relations véritables, qui jouent ce même rôle d'organe officiel dans les Pays-Bas habsbourgeois, mais qui sont rédigés en français, la langue en partage de l'Europe, et qui vise, comme le nouveau journal universel, à une diffusion plus large que les Pays-Bas espagnols, et qu'on soit un son public comme européen. Alors à noter, il y a énormément d'échanges, mais à noter que par exemple la London Gazette connaît une traduction littérale en anglais qui est prise en charge, elle aussi, par le Secretary of State, comme sa version en anglais. De même, les lettres sur les matières du temps que j'ai citées connaissent une traduction anglaise, là aussi littérale. Alors, il y a des comparaisons de traduction à faire. Alors, je partirai ici des nouvelles de Francfort du 17 mars, publiées dans la London Gazette, datée du 21 mars, selon le calendrier julien, parce que les Anglais ne font jamais les choses comme nous, et soit le 31 mars, selon le calendrier grégorien, qui sont toutes les dates que j'ai citées jusqu'ici. Alors, je vous cite ces nouvelles, et je m'excuse auprès des anglophones de mon accent. It is impossible to give a particular relation of the barbarities the French commit in the Palatinate and other countries which they are no longer able to maintain. You have already heard in what manner they quitted Heidelberg. They have since abandoned Mannheim, having not only destroyed the fortifications, but likewise burnt all the public buildings and principal houses, and not content with reducing the town to a heap of ruins and the inhabitants to the greatest misery, they carried away 12 hostages for the payment of the contributions they still pretend of them. They have left in the town of Ladenburg in no better condition, and having thus quitted all the places that were possessed of in that part of the Palatinate which lies on the east side of the Rhine, they now threaten to burn all the country on the west side within the distance of 4 German miles from the river. Alors, le premier segment, je ne sais pas si vous voyez bien, le premier segment ici en bleu est une version anglophone quasiment littérale d'un segment des nouvelles de Francfort du 17 mars, mais publié cette fois dans les Relations véritables du 27 mars. Donc là, je ne vous le cite pas, vous me croyez sur parole. Le second segment ici, donc plus important, de la dépêche qui concerne Mannheim, est une version abrégée, puisque les Anglais abrègent très bien, une version abrégée très proche des nouvelles de Francfort, parue dans les Relations véritables, mais cette fois 10 jours plus tôt, donc dans le numéro du 16 mars. Ça suit exactement le même déroulé, même parallèle avec Heidelberg introduisant une description de la destruction de Mannheim, mais les 12 otages qui sont, après vérification, bien les 12 otages en réalité d'Heidelberg, dans la version anglaise, sont devenus les 12 otages de Mannheim.
Cette section finit par la même évocation finale de Ladenburg, qui est une petite ville aux environs de Heidelberg. Mais cette dépêche, ce segment, est aussi très proche des nouvelles de Francfort du nouveau journal universel du 21 mars, en ce qui concerne ce même segment, Heidelberg, Mannheim, Ladenburg, avec la même formule, une formule très comparable qu'il débute. Il est impossible de donner une relation particulière. C'est la citation que je vous ai donnée tout à l'heure. Il est impossible de donner une idée de leur misère et c'est développé ensuite. Donc on a le même début en particulier, mais aussi la même succession Heidelberg, Mannheim, Ladenburg. Conclusion, même correspondant, différents correspondants avec convergence d'informations, des emprunts de la London Gazette rendus possibles par le décalage de publication. Combien de réécritures et de liens manquants entre ces différentes dépêches? Ce qui est certain, c'est que d'une part, on n'aura pas la réponse à toutes ces questions, mais c'est que à chaque étape, les nouvelles sont réécrites, sélectionnées, concentrées, et que la compilation complexe d'échanges de nouvelles sur laquelle reposent ces périodiques aboutit à la production d'une narration primaire des opérations militaires françaises qui est partagée tout en n'étant pas parfaitement semblable d'un périodique à l'autre. Malgré l'existence de différences irréductibles dans le traitement des nouvelles qui sont la conséquence de paradigmes de publication différenciés, tous ces périodiques partagent un intérêt commun pour les opérations militaires françaises. Ainsi, à une époque où le nombre de personnes lisant ou discutant simultanément de variantes d'une même nouvelle augmente et que par conséquent, le potentiel de contemporanéité, pour reprendre la formule de Dooley, s'accroît, les opérations militaires françaises rapportées dans les périodiques francophones, germanophones et anglophones appartiennent dès lors à une actualité transnationale partagée qui présente, au-delà des différences, d'importantes similitudes et points de convergence dans leur traitement, résultant d'une part de circulation intertextuelle complexe et d'autre part d'une culture partagée de la guerre. En tant que support de la narration primaire des opérations militaires françaises, les périodiques d'information politique contribuent aussi à le structurer en événements en définissant ses séquences élémentaires. En effet, Hans-Jürgen Lusebrink et Rolf Reichart ont montré, à partir du cas de la prise de la Bastille, que tout événement se structure textuellement selon une trame narrative référentielle. Tout récit de l'événement présente alors les mêmes séquences qui constituent autant de passages narratifs obligés. Dans le cas de la prise de la Bastille, c'était la disgrâce de Necker, le réveil du peuple, l'assaut de la forteresse, son incendie, etc. Dans le cas des opérations militaires françaises, les séquences élémentaires de l'événement correspondent tout d'abord aux destructions de villes, la trame narrative de référence se structurant autour d'un quatuor de villes détruites, à savoir Heidelberg, Mannheim, Speer et Worms. Ce séquençage par ville est dans certains périodiques accentué par la typographie. C'est notamment le cas dans les journaux anglais où les noms propres sont habituellement imprimés en italique, soulignant ce séquençage. Ici, c'est toujours la même dépêche de Francfort, et donc j'ai associé une couleur à une ville. Et à quelques semaines d'écart, dans l'Europäischer Mercurius, donc c'est comme ça en allemand, je n'espère pas que vous le lisiez, mais qui est assimilable à un mercure. Vous retrouvez, j'ai associé exactement les mêmes couleurs aux mêmes villes, et vous retrouvez exactement la même structure, simplement l'Europäischer Mercurius étant un mercure, propose un commentaire suivi de ces destructions. Et ce commentaire est ponctué par le titre, le nom de chaque ville centré en gras au milieu de la page. Donc on a cette structuration d'un même récit avec des variations évidemment de lecture, mais une structure similaire. Ce séquençage par ville est aussi le fruit de la plurimédialité qui caractérise alors le système d'information. En effet, les échanges intertextuels se font au sein d'un même support comme entre supports, traduisant la perméabilité informationnelle des formes éditoriales qui font cet univers imprimé. Ainsi, après que les troupes françaises les ont quittées et détruites, respectivement début mars pour Heidelberg et Mannheim et fin mai pour Speer et Worms, ces villes font l'objet de relations d'occupation et de destruction qui paraissent très rapidement dans les mois qui suivent.
Avec les périodiques hebdomadaires, ces relations servent de support à l'écriture des mercures, puis des libelles et enfin des ouvrages à caractère historico-géographique, influençant alors fondamentalement la construction de l'événement par la sélection, notamment de ces 4 villes représentatives d'un ensemble qui en compte plus de 40. Alors même que Heidelberg n'est pas la ville la plus détruite, son occupation et son démantèlement par les troupes françaises font l'objet, d'une part, en tant que capitale électorale et centre culturel accueillant la plus ancienne université allemande, et d'autre part, du fait de l'attention des autorités palatines, d'une importante visibilité éditoriale. Dès le printemps 1689, les autorités palatines font imprimer anonymement une relation envoyée en mars par le conseiller électoral Rissmann au prince électeur. Alors, le succès éditorial de cette relation est immédiat dans l'Empire, où elle connaît au moins 4 éditions. Je vous ai mis 2 exemples. Et cette relation est de très nombreuses fois insérée en totalité ou partiellement dans des relations plus globales des opérations françaises, puis dans des placards et dans des libelles, tous parus entre 1689 et 1690. Cette relation est aussi largement diffusée dans l'espace européen, où elle connaît une traduction hollandaise, et ensuite du hollandais, une traduction en anglais. Son statut et son importance, ainsi que sa visibilité éditoriale, expliquent pourquoi la destruction de Heidelberg devient alors le cas exemplaire de ces opérations. Ainsi, comme les lettres des Mater du temps que j'ai citées précédemment, la traduction anglaise de cette relation opère cette même focalisation dans son titre. Donc le titre, A True Account of the Barbarous Cruelties Committed by the French in the Palatinate in January and February last, qui est en fait un mensonge, puisque le texte ne concerne que Heidelberg et ses alentours. Le titre généralise au Palatinat une relation qui focalise sur Heidelberg. On retrouve ici ce processus de sélection et de concentration qui est à l'œuvre dans la dénomination événementielle que j'ai précédemment évoquée. Outre la destruction des villes sous la forme de ce quatuor, qui est dominé par Heidelberg, le séquençage de l'événement se décline aussi sous la forme d'épisodes et de figures qui deviennent de véritables topoi de l'événement. Je ne les développerai pas, mais c'est le cas des réfugiés errants, du Rhin en feu, du saccagement des tombes impériales de la cathédrale de Spire et de la destruction notamment des arbres et des récoltes. C'est les principaux thèmes. À la fin du XVIIe siècle, les contemporains disposent pour l'élaboration de ce type de séquence d'un répertoire hétéroclite de références et de stéréotypes iconographiques et textuels anciens leur permettant de dire la guerre. Ce répertoire, qui constitue notamment un imaginaire partagé de la violence militaire, trouve en particulier son origine dans la guerre de 30 ans, qui fournit au travers notamment des œuvres de Jacques Callot et de Jacob Christoffel von Grimmelhausen des matrices. Et ces matrices sont réactualisées au moment de la guerre de Hollande pour dire les violences des soldats français lors des opérations menées dans les Provinces-Unies à l'hiver 1672, ainsi que dans les territoires rhénans à l'été 1674 et au printemps 1677. Et ces réactualisations dessinent progressivement les contours d'un imaginaire de la violence militaire française. De plus, la mise en forme narrative de ces opérations françaises s'appuie sur des répertoires encore plus anciens, mobilisés implicitement ou explicitement selon les supports. Ainsi, au-delà de leur apparente neutralité proclamée, les périodiques hebdomadaires d'information politique mobilisent des images et des champs lexicaux caractéristiques du référent biblique qui est alors implicitement omniprésent et constitue un référent interprétatif qui fait sens pour les lectorats et contribue à forger l'exceptionnalité des opérations françaises. Ce référent biblique est d'abord mobilisé au travers d'un champ lexical vétérotestamentaire des destructions punitives exercées par un Dieu vengeur, sanctionnant les péchés par la dévastation et le renversement des villes. Mais surtout, il est encore plus prégnant dans sa dimension eschatologique que l'on retrouve dans l'omniprésence du champ lexical de la destruction par le feu, qui est mobilisé pour relater les opérations françaises, en particulier les exécutions des partis et les incendies des villes.
Le terme incendiaire, Mordbrenner en allemand, incendiaries en anglais, devient alors synonyme dans la presse des François qui sont associés à ce champ lexicaux comme acteurs des opérations rapportées. Au-delà, cette figure de l'incendiaire est assimilée à celle du partisan, incarné dans les feuilles volantes et les libelles allemands par le brigadier Ézéchiel de Mellac, un des officiers français qui se distingue dans de nombreuses opérations de petite guerre, en particulier dans la région de Heidelberg, et qui devient alors, comme ce célèbre placard relatant la destruction de Heidelberg le proclame, Der französische Mordbrenner, donc l'incendiaire français. Comme vous pouvez le voir, il est désormais représenté brandissant une ou deux torches selon l'intensité enflammée sur fond de ville en flammes. Cette torche enflammée devient alors consécutivement un attribut Louis XIVien. On le voit dans ce célèbre placard de Romain de Hood, commandé par le souverain anglais Guillaume III et intitulé « Les monarques tombants » et réalisé à la fin 1689. Donc à droite, je suis désolée, c'est pas forcément très visible, mais à droite, Louis XIV, qui est en train de se faire un lavement très sympathique sur une map monde, sur un globe terrestre, brandit une torche, toujours sur laquelle, là il faut me croire sur parole, est inscrit Heidelberg, avec en haut à gauche la ville en feu, et donc le texte, c'est toujours une lecture évidemment image-texte, et donc le numéro 11 que je vous ai encadré en bas, relate en quelques lignes, explique que cette ville en flammes c'est Heidelberg, et parle de cette désolation exercée par les Français. Vous retrouvez dans cet exemple le caractère exemplaire de la destruction d'Heidelberg. Quelques mois plus tard, mais vraiment à quelques intervalles, en 1690, paraissent simultanément deux libelles, l'un allemand, donc ici à gauche, Der französische Attila, je ne vous fais pas la traduction, et l'autre anglais, The Most Christian Turk, là aussi, je ne vous le traduis pas, dont les frontispices que vous avez ici, très similaires, représentent Louis XIV à cheval, parodiant les représentations équestres, là encore, brandissant une torche sur fond de territoire désolé. Ce nouvel emblème est d'autant plus signifiant que le feu est l'attribut de l'Antéchrist, aussi appelé, abomination de la désolation. Donc, je vous renvoie à Daniel et à l'Apocalypse. Or, au champ lexical du feu est associé dans les nouvelles périodiques celui de la désolation, que ce soit en français, en anglais ou en allemand. Ainsi, s'appuyant sur un imaginaire partagé, cette mise en écriture périodique est consistante avec un discours prégnant depuis la guerre de Hollande, mais aussi la révocation, et visant à faire de Louis XIV l'antéchrist. Et ce discours, ravivé durant le règne du roi Soleil, cette rhétorique ancienne d'une interprétation eschatologique de l'ennemi, connaît en effet son apogée en Angleterre et dans l'Empire pendant la guerre de 9 ans. De plus, l'antéchrist étant caractérisable au-delà des divergences doctrinales par sa cruauté, ce référent interprétatif présente l'avantage de fournir un point de convergence rhétorique aconfessionnelle pour une opposition anti-Louis XIVienne grandissante, mais profondément hétérogène, et a fortiori en temps de guerre pour des alliés aux intérêts parfois divergents. Alors, en conclusion, bien que la construction événementielle de ces opérations ne soit certainement pas uniforme, elle se caractérise indubitablement par une dimension transnationale que l'on peut dire européenne, fruit de dynamiques et de mécanismes de convergence et de transfert très divers. Cette structuration de l'événement se poursuit tout au long du XVIIIe siècle, où tous ces imprimés, et avant tout les périodiques, constituent les sources élémentaires de l'écriture historique, qui contribuent alors à faire de la désolation du Palatinat une figure du récit. Ainsi, en 1791, dans son ouvrage « Les crimes des rois de France », immédiatement traduit en anglais et en allemand, Louis La Vicomterie, député du comité de sûreté chargé par les Jacobins de dresser l'acte d'accusation de la monarchie française, fait de ce qu'il appelle l'embrasement du Palatinat, désormais un véritable signifiant de l'horreur du règne du roi Soleil et de la guerre à l'époque moderne. Il en fait un des piliers de la mise en accusation du souverain et de la monarchie française.